Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver encore une fois de plus dans ce beau cadre de tremplin royal pour votre émission que vous aimez beaucoup, Éducation pour tous. Et aujourd'hui, nous retrouvons le même invité de la dernière émission. Allez-y comprendre que c'est tout simplement la suite de la dernière émission que nous avons tournée avec le révérend Enoch Mitogo Opira. C'était sur l'éducation, notamment les concepts qu'il nous a amenés, l'éducation progressive et contextuelle. Nous allons continuer avec ces sujets et certainement vers la fin nous allons aussi aborder l'aspect religieux, encore qu'il est un serviteur de Dieu. Il a opté aussi pour l'éducation, comme il a dit que c'est une vocation pour lui. Et je crois que derrière l'éducation, il y a la religion qui est déjà l'enseignement par excellence. Nous allons découvrir tout ce que les révérends gardent pour nous comme secret. Alors, sans plus tarder, je vais le représenter encore parce que dans la dernière émission, je l'ai présenté. Lui, c'est le révérend Enoch Mitogo Opira. Il est pasteur, mais aussi il s'intéresse à l'éducation. C'est pour cela, moi, je l'ai appelé expert en éducation. Révérend, une fois de plus, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous avoir encore sur ce plateau. Moi aussi c'est un grand plaisir de vous retrouver encore. Merci, ça nous fait énormément plaisir. D'abord, une sorte de récapitulation de tout ce que nous avons échangé avec vous dans la dernière émission. Éducation progressive et contextuelle. Si vous pouvez récapituler pour nos téléspectateurs qui nous suivent. Merci beaucoup pour l'opportunité que tu nous donnes, que nous puissions encore parler de ça. L'éducation progressive et contextuelle, c'est un concept, un système d'éducation qui consiste à former et à enseigner les élèves ou le peuple ou les citoyens d'une nation à se prendre en charge et aussi à mener le pays là où le pays doit être. Okay. Ça, c'est le concept, une définition pratique. Très simple aussi. Très simple pour que les gens puissent comprendre. Okay. Donc, nous parlons d'un système d'éducation qui va aider le peuple à avancer ou à progresser. Et c'est ce que nous voulons vous parler. Voilà. Merci beaucoup, révérend. Et vous avez pensé que l'éducation progressive et contextuelle est mieux adaptée pour la République démocratique du Congo par rapport aux enjeux mondiaux à ce jour? Parce que le système éducationnel en RDC, ce que nous pouvons dire, a été basé et conçu par le colon, par les Belges. Et ce système, si vous essayez d'étudier, c'est beaucoup plus, c'est moins pratique. Mais tandis que l'éducation progressive et contextuelle, ça, c'est ce que je dirais, c'est beaucoup plus adapté. Parce que la RDC maintenant n'a pas besoin de théorie, mais a besoin beaucoup plus de pratique. Vous voyez un peu, nous avons beaucoup de choses que nous devons faire pour la nation. Pour révolutionner la République, nous devons changer les systèmes éducationnels. C'est ce que nous sommes en train de penser, de dire. Et pour réussir à ça, comme je disais hier, je conçois et je suggère avec mon humble avis, si le responsable des églises, ici j'appelle à son excellence le cardinal Ambongo, à son excellence le président national de l'église du Christ au Congo, et à son éminence le responsable de l'église kimbangiste, et c'est aussi qui dirige les églises de réveil, les églises indépendantes. Et tous ces élites, tous ces leaders religieux. Parce que je ne parle pas de l'éducation pour l'État, mais je parle de l'éducation dans un contexte parce que les écoles qui se retrouvent entre les mains de religieux, c'est la majorité des écoles. Je dirais, si nous avons 40 ou 30 000 élèves dans le système éducationnel, au moins 28 000 élèves, 28 millions d'élèves se retrouvent entre les mains des écoles religieuses. Donc, ce qui veut dire, le cardinal, le président de l'église du Christ au Congo, le président de son éminence de l'église Kimbangis, et tout ce monde-là
doivent se mettre ensemble et réfléchir comment révolutionner le système éducationnel. Le ministre va leur offrir le cadre ou le moyen pour pouvoir arriver à cela. Parce que l'État n'a pas beaucoup d'écoles entre ses mains. Et soyons réalistes. C'est ce que nous appelons ce que nous disons dans l'éducation progressive. Nous sommes des réalistes dans une philosophie, être réel dans ce que nous sommes en train de faire. Nous, ce qui veut dire, changeons le système et établissons un nouveau concept sur le terrain. Voilà. Dans la Constitution de la République démocratique du Congo, il y a la gratuité de l'enseignement. Et dans ce que nous avons échangé avec vous en dehors des caméras, vous avez dit que la gratuité de l'enseignement fait partie de l'éducation progressive et contextuelle. C'est ça. Mais c'est beau. Je réponds toujours, je dis que la gratuité c'est beau. C'est bon. Mais c'est parce que, il faut mettre le moyen. Parce que l'éducation n'est pas gratuite. L'éducation n'est pas gratuite. Okay. Il ne faut pas que l'État puisse croire que non, je vais éduquer le peuple gratuitement. Et puis tu ne mets pas de moyens. Ça ne répond pas. Ça ne répond pas. Non, 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 ça ne répond pas. Soyons réalistes. Je vais faire des calculs. Oui. Ok? Oui. Je mets 100 $ par enfant. Et je mets 25 enfants dans une école avec un enseignant. Pour toute l'année scolaire, 28 millions. 28 millions. Je mets 100 $ par enfant et je mets 25 élèves. Ça fait automatiquement 25 000 $. Et si j'ai donné à l'enseignant pendant les 12 mois, je donne à l'enfant 300 $, à l'enseignant 300 $ par mois. Ce qui veut dire, je vais payer l'enseignant à 3 600 $. C'est ce qui va aller pour le paie de l'enseignant. Et d'autres coûts sociaux qui répondent à la vie de l'enseignant. Nous mettons 100 $ de plus par mois. Ce qui veut dire 4 800 $ va pour la vie de l'enseignant. Mais j'ai 25 élèves, multiplié par 100. 25 multiplié par 100, ça fait 2500. 2500. Tu vois déjà le coût pour supporter l'enseignant, c'est plus que. D'où ça ne répond pas. Si le gouvernement mettait 100 $ par enfant et je paye l'enseignant à 300 $, même si j'ai payé l'enseignant à 200 $, vous voyez juste le coût pour supporter le monsieur qui vient enseigner cet élève dans un cadre. Et je ne parle pas encore de la maintenance du cadre, la maintenance de l'école, le cadre pour lequel l'enfant doit étudier, les autres agents qui sont autour, le préfet, les directeurs des études, tout ce monde-là, je ne parle même pas d'eux. Donc, ce qui veut dire, la République doit réfléchir. La République doit réfléchir. Je reviens encore sur tout ce que nous avons parlé avec vous en dehors de micro-caméra. L'éducation progressive commence, comme toutes les autres éducations, de la maternelle jusqu'à l'université. Jusqu'à l'université. Sans mettre à l'écart une catégorie des élèves. Yeah. Par exemple, l'école maternelle. Les concepts école progressive, éducation progressive et contextuelle, malheureusement, rencontrent des obstacles par rapport au système éducationnel aujourd'hui en République démocratique du Congo, par rapport au programme, notamment les mêmes documents que vous avez utilisés dans les années 80. Oui, j'ai terminé mon école primaire en 77. À 77, jusqu'à ce jour, ça fait déjà presque 40 ans. 44 ans. 44 ans, c'est les mêmes documents. Conséquence, on a comme l'impression que votre concept, l'éducation progressive et contextuelle, risque de rencontrer des difficultés par rapport à ces programmes. Comment faire pour aller au-delà? Mais c'est ce que je dis. Parce qu'il y a dans l'éducation, il y a l'enseignant. L'enseignant qui est la personne clé qui enseigne l'élève. Il y a l'élève qui est au centre. Il y a l'école. L'école, quand nous disons l'école, c'est-à-dire le cadre. Et quand nous parlons du cadre, nous voulons parler aussi des matériels qui retrouvent dans l'école. C'est ce qui veut dire le livre. C'est ce que nous sommes appelés à revoir le livre. Nous devons nous poser la question, qu'est-ce que nous sommes en train d'enseigner à nos élèves? Si nous voulons enseigner à nos élèves la vie ici en RDC, et y a-t-il des gens qui écrivent sur la vie sur la RDC? D'où ma réflexion sur le Conseil national de l'éducation. Donc, si je réfléchis bien moi aussi, c'est que même les livres qui seront rédigés par des écrivains doivent s'adapter
au contexte congolais. C'est ça? Ouais. On doit avoir des livres qui parlent des richesses congolaises. On doit avoir des livres qui parlent des richesses congolaises, comment les développer pour arriver au produit fini. On doit avoir je ne sais pas, comment vous réfléchissez, vous, dans cette logique-là? C'est le concept, si vous vous souvenez, j'ai parlé sur le Conseil national de l'éducation, qui regroupe tous les ministères. Tout le ministère qui évolue dans le cadre de l'éducation. Ce qui veut dire les PSP, le PT, l'enseignement technique et professionnel, oui, la recherche scientifique, la recherche supérieure, l'enseignement supérieur et universitaire. Oui. Tout ce monde-là, ils travaillent dans le cadre de ce que nous appelons éducation. Okay. Et ils doivent travailler en synergie pour permettre la République à s'y retrouver. Parce que quand nous parlons du livre, nous ne voulons pas parler du livre en dehors de l'université. Parce que les étudiants qui sont à l'université, le professeur qui enseigne à l'université, d'autres experts que nous formons au niveau de l'université, ce sont ces gens-là qui doivent rédiger des livres. Mais quelque chose qui est aberrant, la plupart des universités, même l'université pédagogique nationale, s'écarte de sa mission noble de préparer les enseignants. Mais c'est maintenant, nous voulons pas, parce que pour le survie de l'université, nous voulons embrasser d'autres sciences. Nous reléguons la science de l'éducation comme étant la science, pas de second rang, même de 10e rang. À la queue. Mais il n'y a pas de professeurs sans éducateurs. Il n'y a pas de professeurs à l'université qui n'ont pas été enseignés à l'école primaire et secondaire. D'où ce qui veut dire, nous devons nous remettre dans cette mission noble de préparer les enseignants. Préparons les enseignants, encadrons les enseignants et préparons la vie. Et ces universitaires qui vont écrire les livres adaptés aux conditions nationales et aux besoins nationaux, et c'est alors que ça va aller. J'aime bien quand les gens accusent le président de la République qui doit avoir la vision pour amener la nation. J'aime bien ça, j'aime bien ça. Mais ce qui est vrai, ce qui est réel, la République doit réfléchir. Nous sommes appelés à réfléchir ensemble. Certaines personnes, nous n'avons pas besoin, je n'ai pas besoin de devenir ministre, mais j'ai besoin d'apporter ma pierre de contribution. Là où je suis, laissez-moi vous apporter ce que j'ai. Et que nous puissions réfléchir, que nous voulons que cette nation puisse aller quelque part. Les gens qui travaillent dans l'agriculture, comment les encadrer? Les gens qui travaillent à la construction, comment les encadrer? Et les ingénieurs. Et tout ce monde-là, mettons-nous ensemble. Et mettons un programme pour, dans tous ces domaines, ce qui demande un groupe de gens qui réfléchissent à côté et qui donnent leur appui à ceux qui dirigent. Ok. Révérend, hier, après avoir été avec vous, en quittant ici, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai partagé votre idée. L'ami m'a dit, c'est une bonne idée, mais ça donne l'impression que l'éducation progressive et contextuelle se penche beaucoup plus à l'éducation beaucoup plus professionnelle. Vous confirmez cela? Non. Non. Comment ça? On remet l'éducation pratique. On remet l'éducation, ça devient une réalité. Un journaliste qui apprend le journalisme, il comprend pourquoi il apprend et comment évoluer dans ces domaines. Il doit apprendre dans un cadre approprié. Il y a un studio, il y a les micros, il y a les écrans comme matériel didactique. Ouais. Tu ne peux pas apprendre une science sans pour autant avoir le tout de cela. Ça ne se fait pas. Est-ce que tu peux aller former le militaire, tu lui donnes un arbre, comme je vis une fois. Tu lui donnes un arbre pour aller apprendre comment tirer. Il prend un arbre, comme on met l'arbre, comme font les enfants à la bois, cité. Nous formons le militaire, nous mettons de bois, avec de bois, pour faire les exercices militaires, comme être militaire. Et quand il va écouter le coup de fusil, qu'est-ce qu'il va faire? Je n'aimerais pas dire, mais vous savez, il y a les Américains,
ils sont en train d'essayer de nouvelles bombes qu'ils ont créées. Ok. Mais vous savez ce qu'ils font? Ils amènent leurs navires de guerre. Là où ils vont exploser ces bombes-là. À côté. Parce qu'ils veulent que le militaire, le soldat, puisse s'habituer à ces bruits-là. À ces bruits-là. Que cela constitue son environnement. C'est son environnement. Professionnel. Yeah. Voilà, très chers téléspectateurs, vous suivez, je trouve que ce sujet est très important parce que normalement, on ne peut pas étudier en dehors des cadres appropriés avec des matériels didactiques qui vous manquent. C'est pour cela, aujourd'hui, nous connaissons des... J'ai beaucoup aimé les référents qui disaient quelqu'un qui a fait les droits mais se retrouve enseignant en économie, c'est compliqué. Éducation progressive, contextuelle. Si je vous suis très bien, révérend, est-ce que si la République démocratique du Congo connaît des difficultés qu'elle a aujourd'hui, est-ce parce que cette éducation n'a pas été contextualisée, n'a pas été progressive? Je dirais oui. C'est noir sur blanc. Cela date depuis quelle année? Vous avez dit que vous avez eu votre diplôme depuis les années 80. Ça fait 38 ans que vous êtes diplômé, du secondaire bien sûr. Quand est-ce que vous avez constaté que les programmes de l'enseignement n'accompagnaient plus le développement du pays? Mais nous quand on grandissait, le dauphin, le maréchal disait l'objectif 80. La République démocratique du Congo au premier rang, pas au deuxième. Au premier rang. Au premier rang. Mais ça n'a pas été. Ça n'a pas été. Ok. Et c'est là où ça a commencé. La dégringolade. La dégringolade de la République démocratique du Congo. Ok. Depuis les années 80, et tout a commencé à disparaître. Nous avons eu la chance de voir dans ces pays des sociétés comme Société Générale d'Alimentation. Oui. Qu'on appelait SGR. Et le maréchal était fier. Nous avons vu la galerie présidentielle vers les années 70, 71, 72, 13 et 14. Le maréchal a fait ça. On appelait ça galerie présidentielle. Et les gens montaient, descendaient. Mais ce qui est devenu luxe aujourd'hui ici, on avait ça dans la République démocratique du Congo. Et le maréchal voulait faire de cette nation la plus grande nation du monde. Je ne suis pas un politicien, je ne suis pas du MPR, mais je suis un citoyen congolais, comme certaines personnes disent que de père et de mère. Okay. Et donc, j'ai de père et de mère. Oui. Même si j'ai une autre nationalité aujourd'hui, je ne perds pas ma nationalité congolaise parce que quelqu'un veut qu'on puisse la perdre. Dans mon cœur, je pense le Congo. Même si je vis aux États-Unis, je pense le Congo. Donc, ce qui veut dire, la République démocratique du Congo a perdu le pas à un certain moment. Et les enfants qui sont nés vers les années 80, et malheureusement, la guerre de l'AFDEL va venir. Et ça va bousiller tout ce qu'on avait encore. Le pillage de 91, le pillage de 93, janvier 93. Donc, ce pillage nous a dérangés. Et en 96, 97, l'AFDEL va rentrer, va bousiller tout en général. Nous regrettons. Nous regrettons. C'est là où tout a été bousillé. Et maintenant, nous sommes nous venons passer la période de voler. La première alternance, avec l'espoir qu'il y aura des améliorations. Parce que nous sommes dans le secteur. J'aimerais rester en dehors du politique. Gardez-moi dans l'éducation. On n'est pas en politique. Nous sommes vraiment en éducation. Depuis l'avènement de la gratuité, jusqu'à ce jour, l'éducation a-t-elle progressé ou bien elle continue à reculer ou patauge sur place? Moi, je déplore, il n'y a pas l'argent pour ce programme. Il n'y a pas l'argent pour l'éducation. Yeah. Parce qu'ils ont donné le salaire aux enseignants. Mais ils n'ont pas donné le moyen pour les enseignants pour qu'ils puissent enseigner. Selon vous, avec l'expérience que vous avez, des recherches que vous menez, les secteurs comme l'éducation, dans un pays comme le nôtre, la République démocratique du Congo, à combien peut-on budgétiser l'éducation en République démocratique du Congo?
près combien? J'adopte le cardinal. 500 $ par enfant. Par enfant. Ce qui fait que les gouvernements peuvent mettre de côté une enveloppe de l'éducation en termes de milliards. Ça peut faire combien? 10, 15, 20, 30 milliards de dollars? Si la République du Congo, la République démocratique du Congo a, mettons, à 100 millions de personnes, de gens qui vivent. Et si nous avons dans le secteur enseignement primaire et secondaire, si nous avons au maximum, mettons au maximum 40 millions d'enfants. 40 millions. Multiplions les 40 par 5, ça donne combien? Ça nous donne déjà 200 millions. 200 millions. Et puis vous nous multiplions le 200 millions fois 100. Ça fait 20 milliards. Ça fait 20 milliards. Ça, c'est le budget alloué. C'est le budget que normalement les pays doivent allouer à l'éducation. Ce qui n'est pas le cas apparemment. Mais la République elle-même souffre avec 8 milliards. Donc nous ne pouvons même pas parler de la gratuité si nous sommes réels. Si nous sommes des réalistes. Parce que le monde doit être conduit par des philosophes. Des gens qui vivent la réalité. La réalité, ce n'est pas ce que nous vivons. La réalité, c'est invisible, que disait Platon. De ça, c'est le monde réel. Et ce monde réel devient visible quand nous mettons les réels, nous la ramenons dans la visibilité. Et que faire de ces Congolais qui ont fini les études, mais qui ne travaillent pas? Un de ces 4 matins, ils se retrouvent devant votre logique, éducation progressive et contextuelle. Comment ça va se passer? La transition entre ceux-là qui ont déjà fini les études et qui ne se retrouvent pas, et cette nouvelle façon de vivre l'éducation au Congo. Comment vous proposez? Ça va se passer comment? Je propose le service national. Je propose le service national. Je propose pas autre chose. Le service national avec ce qui se passe... Je propose le service national. Je déplore. Le service national, c'est beaucoup plus la culture. Non. Le service national, Non. Expliquez-nous. Non. La République démocratique du Congo a un problème de la défense. L'armée. La République démocratique du Congo a un problème de la construction de routes. Ok, infrastructure. L'infrastructure. La République a un problème des cadres appropriés. Okay. C'est là où intervient le service national. Okay. J'adopte l'idée de l'honorable Jeannette Kabila. C'est comment l'idée? Elle parlait de ce que les amis font au Rwanda, en Tanzanie. Vous savez ce que le président Kagame a fait? Il a envoyé les jeunes rwandais dans toutes les universités du monde pour apprendre. Comme l'a fait Mao à l'époque. Il a envoyé les jeunes rwandais dans toutes les universités du monde. Et ces jeunes étudiants à l'extérieur reviennent à la République, au service national, pour apprendre la discipline, le patriotisme. C'est ce que la République en a besoin. Ça fait partie du programme national de l'éducation. Okay. C'est pourquoi j'ai dit, je ne vais pas m'étendre sur le ministère. J'aimerais rester dans le concept Conseil national de l'éducation. Les ministres peuvent vivre, mais nous sommes les gens qui réfléchissent ce que la nation doit être. Et là où nous devons l'amener. Okay. Dans le Conseil national de l'éducation. Donc vous êtes dans la logique de la pratique et non de la théorie. Les deux ensemble. Les deux ensemble. Parce que la pratique sans la théorie, vous perdez. La théorie sans la pratique, vous pataugez. C'est ça que là où nous sommes. C'est là où nous sommes. Vous avez donné l'exemple du Rwanda qui a envoyé ces jeunes dans des grandes universités partout dans le monde. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas lié à la culture des nations?
si vous regardez bien, les Congolais, apparemment, ils ont leur culture à eux, qui demandent, je me rappelle quand Laurent Désiré Kabila est arrivé, malheureusement, vous avez évoqué ici l'AFDEL, il a utilisé encore le fouet pour remettre les Congolais sur le droit chemin. Est-ce que ça serait là la solution? Non. Le Congolais, c'est un peuple bien. Le Congolais, c'est un peuple bien. Pourquoi nous dansons? Pourquoi nous dansons? Parce que nous avons des musiciens. Nous dansons tous à cause d'eux. Pourquoi maintenant nous avons beaucoup de chaînes, de YouTube, de télévision? Pourquoi nous en avons? Parce que les Congolais trouvent que c'est quelque chose qu'il faut faire. Nous sommes tous là. Même ceux qui ont étudié, ceux qui savent parler, ceux qui ne savent pas parler, tout le monde se retrouve. Ceux qui ont étudié le média, ceux qui n'ont pas étudié le média, se retrouvent. Et pourquoi nous avons des églises? Parce que les gens trouvent que c'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut le faire. Nous avons besoin de canaliser l'effort. Canaliser l'effort. Maintenant, revenons sur l'éducation progressive et contextuelle. On doit commencer par où précisément, révérend? Je dirais, permettez-moi le terme. Si vous n'avez pas mangé le matin, vous n'avez pas pris le petit déjeuner et c'est le soir, mangez. Et nous sommes arrivés à ce point-là. Où commencer? Essayons d'analyser le problème dans lequel nous nous retrouvons et essayons d'établir un programme pour résoudre ce problème. Pour ceux qui ont terminé les études, qui n'ont pas de travail, nous pouvons les encadrer quelque part. Au lieu de signer, quand nous signons des contrats avec des Chinois et consorts, notre service national utilise ce groupe de jeunes à la construction de routes. Et d'autres vont faire l'agriculture. D'autres vont faire la transformation de la nourriture. Et nous travaillons dans différents cadres, différents secteurs. Pour cerner ça, je dirais, je ne peux pas prétendre que j'ai les idées fixes pour le faire. Je ne peux pas me prétendre. Mais je demande à une chose que, si on élaborait le Conseil national de l'éducation, nous qui vivons à l'extérieur et les amis qui vivent à l'intérieur, nous nous mettons tous ensemble. Nous réfléchissons là où nous devons amener la République. Comment devons-nous enseigner nos enfants? Comment devons encadrer nos professeurs? Et tout ça, nous allons amener le pays là où le pays doit être. Une fois votre concept adopté, ça peut prendre combien de temps pour qu'on vive les premiers effets? C'est difficile de dire que si vous me donnez ça, je vais le faire ça dans 2 ans, 3 ans. Dans 2 ans, 3 ans? Non, non, ce n'est pas vrai. Mais ça va prendre le temps que ça va demander. J'ai vu les gens... Ça peut prendre même 15 ans, 20 ans. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Dans le domaine de l'éducation, il y a ce que nous appelons le plan de l'éducation. Et chaque pays, chaque village, chaque localité, chaque communauté religieuse doivent élaborer ce que nous appelons le plan de l'éducation. Et ce plan de l'éducation, la plupart des plans de l'éducation, c'est 5 ans, c'est quinquennal et révisé après 5 ans. Mais ce qui veut dire que chaque année, les experts s'y retrouvent pour revoir le plan tel que les plans doivent être, évaluer le plan et améliorer ce qui ne peut, doivent être améliorés. Parce que si vous élaborez un plan de l'éducation, prenons par exemple, nous élaborons au Conseil national de l'éducation, nous élaborons le plan national de l'éducation, ce que nous voulons que le pays doit être dans 5 ans. Sur le plan éducationnel. Sur le plan éducationnel. Et quand je parle du plan éducationnel, retenez bien. Retenez bien, je ne parle pas de l'école maternelle, je ne parle pas de l'école primaire, je ne parle pas de l'école secondaire seulement, je ne parle pas de l'université, je parle de tous ces secteurs ensemble. Dans sa globalité. Dans sa globalité. Et même ceux qui ont terminé les études, qui sont dans le chômage. Et je parle d'un plan qui va regrouper tout ce monde-là. Okay. Et en d'autres termes, vous verrez, le plan national de l'éducation peut devenir le plan du développement. Le plan du développement. Et ces plans doivent être faits au niveau national et ça doit être fait aussi au niveau local, au niveau de la base. Okay. Et quand je parle de la base, j'aimerais cerner, 1, la localité, de 2, les communautés religieuses qui sont bien établies dans certaines villes. Et c'est ça.
Et de 3, j'aimerais parler aussi des villes, de gouvernorat. Comme nous avons maintenant, nous savons ce qu'on appelle le fédéralisme. Et c'est ce que nous voulons parler aussi. Au niveau de la ville de Kinshasa, le gouverneur de la ville, avec son conseil et avec leur conseil national de l'éducation, ils ont élaboré les plans pour la... Le conseil provincial. Au niveau de la province. Voilà. Et au niveau national, nous prenons tous ces plans élaborés au niveau de province, nous allons l'aménager et nous donnons des directions aussi ou des ajouts pour que les provinces puissent aller ensemble. Révérend, il y a déjà des voix plutôt, il y a déjà des voix qui commencent à s'élever pour dire que si l'éducation aujourd'hui semble avoir rencontré des difficultés sur son parcours, c'est tout simplement parce que l'enseignement est donné dans des langues qui ne sont pas congolaises, le français, l'anglais, ainsi de suite. Il y a des voix qui s'élèvent déjà pour que l'éducation, que les cours de mathématiques, de technologie, de sciences, de chimie, de physique, tous les cours que vous connaissez se donnent en langue nationale. Chiluba, Swahili, Kikongo, Lingala. Par rapport à votre concept, cet avis? Je prends l'unité nationale. Moi, je prends l'unité nationale. Je prends l'unité nationale. Un cours de chimie en Kikongo, par exemple. Ça va le professeur qui enseigne le cours de chimie dans le Congo central, et il a la liberté d'utiliser la langue nationale pour expliquer. Pour permettre aux élèves, d'expliquer. Mais aussi, il doit continuer à parler la langue française. Pourquoi je soutiens cela? Parce qu'à un certain niveau, vous n'allez pas évoluer seulement dans votre village. Vous devez aller évoluer ailleurs. Défendre votre... Vous devez aller évoluer ailleurs. D'où ce qui fait, en étant capable de comprendre le concept, et vous pouvez le transmettre dans une autre langue, ça devient une autre... Ce n'est pas une autre... C'est quelque chose que vous avez de nature au même moment. Et j'aime... Je ne sais pas. J'aime ce qui se faisait dans le temps. Que vous êtes du Congo central, vous êtes gouverneur dans le Kivu. Okay. Et c'est ce qu'on devait être, la République. Donc vous soutenez ce programme? Je soutiens le programme, je ne soutiens pas le programme en langue nationale. Je soutiens la langue nationale soit utilisée dans nos écoles. Mais pas comme langue d'enseignement. Okay. Parce que nous aurons à faire beaucoup de choses. Mais l'enseignant qui enseigne, le mathématique, le français et quoi, il a la liberté de parler langue nationale. Très chers téléspectateurs, les référents soutiennent que les cours peuvent se donner en langue nationale, mais que cela ne soit pas la langue qui sera véhiculée même dans l'éducation pour les biens des futurs responsables de ce pays. Vous avez compris que l'enseignement, c'est un secteur tellement vaste, mais aussi sensible, parce que si les cadres ne sont pas bien éduqués, vous allez tout droit vers l'échec. C'est ça. C'est la vérité. C'est ça la vérité. C'est la vérité. Si nous n'avons pas de gens qualifiés pour enseigner nos élèves, nous formons des koulouna. Nous allons former les koulouna en cravate. Les universitaires koulouna. Capables de casser, capables de prendre les richesses des pays, de dissiper. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin pour cette partie de l'éducation. Nous allons aborder la partie religion. Je dirais ça dans les termes sportifs. C'est les dada de notre invité. Mais seulement, nous avons voulu que cette partie qui concerne les ministères du révérend Enoch Mitogo Opira se passe avec la maman à côté. Nous allons attendre l'entrée de notre maman sur notre plateau. Comme je le disais dans notre introduction de cette émission, nous n'allons pas nous attarder plus sur l'éducation. Nous allons prendre aussi un autre aspect, un aspect beaucoup plus spirituel, c'est l'aspect religion.
je l'avais dit aussi, que notre invité, le révérend Enoch Mitogo Opira, n'était pas que éducationnel, il est et surtout un serviteur de Dieu. C'est pour cela que nous allons aborder son ministère. Nous allons parler de son ministère pour le peu de temps qui nous reste, mais seulement nous avons voulu que ce temps de la religion soit partagé avec madame son épouse. L'habitude d'appeler à Kinshasa maman quand c'est la femme du pasteur, papa quand c'est le pasteur lui-même. Et les pasteurs, vous les connaissez déjà. Nous allons saluer maintenant maman. Maman, bonjour. Bonjour papa. Bienvenue dans cette émission. Merci. Voilà. C'est une question que je pose au couple. Votre ministère, vous l'avez appelé Globo Christian Ensemble, c'est ça? Merci. Oui. C'est ça. Globo, déjà, c'est compliqué. Je suis sûr que pour beaucoup de téléspectateurs, voulez-vous expliquer cela dans des termes beaucoup plus comme je dirais, c'est Globo Christian. J'aimerais garder ça en anglais parce que si ça peut venir comme étant, nous parlons de la globalité. Et Global Christians, nous voulons parler beaucoup plus dans ce qui concerne que nous sommes, le Christ a prié dans Jean chapitre 17, que l'Église soit un. La réalité est que l'Église reste une et indivisible. Malgré tout, nous avons des dénominations. J'aime l'Église de Christ au Congo. J'aime l'Église de Christ au Congo qui a au moins une affaire de 94 communautés religieuses. Ce qui démontre la globalité. C'est ça la même vision. La même vision que nos pères avaient, le docteur Chaoumba, le papa Bokeleale, le papa Marini, et maintenant nous avons le révérend docteur Bokundoa. Et c'est la même vision. Nous voulons parler de Global Christian Assembly. Nous parlons de Global comme étant différentes vues. Global, c'est-à-dire l'effort que nous voulons élargir pour atteindre le monde entier. Global, c'est comme si nous sommes prêts à travailler avec les autres. Sans exception. Sans exception pour le développement du royaume. Pour le développement du royaume. Global Christians Ensemble, vous êtes, le siège se trouve aux États-Unis. Voulez-vous nous parler de comment ça se passe? Parce que nous avons plusieurs informations qui nous parviennent de la manière dont les chrétiens se comportent en dehors de la République démocratique du Congo. On nous dit toujours que dans les pays très développés, l'Église c'est une question de volonté, c'est quand on n'a pas les temps, on a les temps, mais ou sinon l'Église se réserve seulement au petit peuple. Dites-nous, qui compose votre ministère? C'est toujours des Congolais, des Africains, ou il y a toutes les races du monde? Maman? Bon, c'est une très belle question et c'est la réalité. Je suis pasteur titulaire d'une de nos paroisses et, oui, aux États-Unis. Je travaille avec notre pasteur, le révérend Roger Mobake. Mais la réalité qui est sur le terrain, que la manière dont, ce n'est pas, nous ne sommes pas allés nous improviser comme des pasteurs là aux États-Unis. Mais je peux dire, il y a mon fils ici, là où j'étais pasteur, oui, David. Nous sommes des enfants de filles et de la CBFC. Nous sommes des protestants. Et comme Christ dit qu'aller dans toutes les nations, oui. Et là où nous sommes allés, nous ne sommes pas croisés les bras. Nous devons faire le travail de Dieu, c'est ça notre vocation. Il y a une grande différence comme pasteur en observant le peu de temps que je viens de passer aux États-Unis. Si je compare quand j'étais pasteur ici, j'étais pasteur à Matete, notre première paroisse que nous avons servi, comme donc, paroisse locale de Matete et de Lingwala. C'est vrai,
les chrétiens qui quittent ici et vont là-bas, ils rencontrent quelque chose que je peux dire des attaques. Je ne sais pas si ce sont des attaques spirituelles, je ne sais pas comment les dire, mais il y a une nette différence quand un chrétien vient du Congo et quand il est là. Yeah. Quand nous sommes ici, parce que je suis chrétienne, nous sommes très zélés, nous sommes très ponctuels et nous servons le Seigneur avec tous les ailes. Mais quand nous sommes là-bas, je peux contextualiser comment et qu'est-ce qui influence que les chrétiens qui viennent de l'Afrique, quand ils arrivent aux États-Unis, parce que je n'ai jamais vécu en Europe, mais aux États-Unis, pourquoi ils se refroidissent, c'est pourquoi ils deviennent un peu négligents. Je peux dire d'abord la manière dont les chrétiens, ou bien la personne a reçu Christ. Le vœu qu'il a fait à son Dieu, ça c'est de un. Parce que si vous avez fait un vœu au Seigneur, vous devez rester fidèle à ce vœu. Je ne sais pas comment chacun de nous a reçu le Seigneur et quel vœu il a fait. Et de deux, l'influence du milieu. Aux États-Unis, là où nous sommes, c'est un grand pays, un pays très fort, et tout le monde, il apprend à tout le monde à être fort. Tout le monde est au travail. Et le travail ne peut pas exclure Dieu. Moi, ça c'est moi comme pasteur et comme chrétien. Il y a du travail, c'est Dieu qui m'a donné du travail. Cela ne veut pas dire que je vais exclure Dieu parce que je dois travailler aujourd'hui ou bien je dois travailler chaque jour. Non. Le travail est là, il a sa place et Dieu a sa place. Mais ce que nous remarquons aujourd'hui, ou bien je ne sais pas, pour nous, serviteurs de Dieu là-bas, les chrétiens sont en train de déposer, bien comme on dit en anglais, give up leurs responsabilités vis-à-vis de Dieu, des engagements qu'ils ont pris. Et vous verrez un chrétien qui était très fervent ici, mais quand il arrive là, il devient trop négligent. Je ne sais pas, peut-être parce que ici, il n'y avait pas de manger. Ce n'est pas l'influence, par exemple. Oui. Ici, il n'avait pas assez de ce qu'il cherchait. Et quand il est là, il est satisfait ou comment? Mais au contraire, ça devrait être, quand je suis satisfait là, j'ai du pain, j'ai de quoi, du lait. Je devrais être trop attaché avec mon Dieu. Mais la réalité est que nos frères et sœurs, quand nous allons là-bas, je ne peux pas marcher les mains. Nous devenons très froids et on doit appeler. Allons à l'église. Vous insistez. Donc vous implorez. On implore, nous implorons. Ça c'est notre pastorat. Nous implorons les fidèles à venir écouter l'église, la parole de Dieu. À venir dans l'assemblée. Nous implorons. Mais pas ici. Ici, nous sommes libres, nous cherchons, nous courons à l'église. Parce que peut-être, c'est que moi j'ai toujours compris, non, nous cherchons, peut-être, nous avons un objectif. C'est pourquoi je dois aller à l'église. Peut-être pour les voyages, peut-être pour la guérison, peut-être pour ça. Oui, pour le mariage. Les succès aussi. Oui, pour les succès. Voilà. Mais là, j'ai maintenant la voiture, j'ai maintenant du lait dans le frigo, j'ai la viande, tout ça. Alors, je suis... Or, ce n'est pas ça. Ok, bon. Peut-être que nous sommes allés vite en personne. Ça fait combien de temps que le ministère existe? Bon, notre ministère existe depuis 2006. Depuis 2006, nous avons commencé le ministère à beaucoup plus dans la première vision que nous avions, c'est d'aider les églises à équiper leurs serviteurs. Nous en gardons la même vision. Mais nous nous sommes vus que pour mieux travailler, ce que nous devons faire, c'est de commencer à implanter les églises. Partout dans le monde. Nous implantons, nous collaborons avec les autres qui existent. Nous avons un frère avec qui nous collaborons,
qui a une église en Espagne. Ok. Nous avons l'église protestante méthodiste du Bénin, qui est notre partenaire. Nous avons, ça c'est au Bénin, au Gabon, nous avons l'église évangélique du Gabon, qui est notre partenaire. Au Congo-Brazza, nous avons l'église évangélique du Gabon, de Brazza, du Congo-Brazza, qui est notre partenaire. Au Gabon, nous avons l'église de l'Alliance au Gabon, qui est l'église évangélique de l'Alliance au Gabon, qui est notre partenaire. Ici aussi en RDC, nous avons notre main tendue. Nous collaborons avec la CBFC, nous collaborons avec la CAC et nous avons cette opportunité de travailler avec qui que ce soit qui veut travailler avec nous. Nous sommes ouverts. En Angola, nous avons l'église évangélique de l'Angola, qui est notre partenaire. Et nous avons une autre église en Angola, avec qui nous sommes en train de négocier pour devenir des partenaires, dont ils doivent venir nous voir aux États-Unis. Nous sommes appelés à aller les voir en Angola aussi. Nous travaillons ensemble. Depuis 2006, nous travaillons avec beaucoup de frères et sœurs à travers le monde. Et nous voulons étendre notre cercle un peu plus grand. Ok. Les débuts de votre ministère, c'est aux États-Unis que vous l'avez commencé. Comment c'était les débuts? Facile ou trop difficile? Je dirais, le début du ministère, ce n'est pas seulement aux États-Unis. La vision du ministère, nous l'avons reçue il y a de cela longtemps. Depuis ici. Depuis ici. Je peux aller même un peu plus loin, vers les années 80, 84, 85, que j'ai reçu la vision. Et en étant étudié à Boma, j'ai commencé à écrire quelque chose sur la même vision que je garde le cahier jusqu'à présent. C'était vers les années 87. Et à 87, je suis allé étudier à Nairobi. Et de là aussi, j'ai continué à écrire sur un ministère. Je ne savais pas où est-ce que ça va aller. Mais au même moment, je servais dans la... je ne pas terminer. Je continue à servir dans la CBFC. Je suis pasteur ordonné de la communauté baptiste du fleuve Congo. En étant aux États-Unis, ma communauté n'y est pas. Je n'aimerais pas rester croiser le bras. Et c'est pour cette raison que nous évoluons avec les amis de Christian Reform Church, qui sont nos partenaires aux États-Unis. Les églises de Christian Reform Church, qui n'ont pas leur extension ici aux États-Unis, en RDC, ni en Angola, ni au Gabon ailleurs, mais qui nous supportent, qui nous appuient dans cette mission noble. C'est cette vision-là de ces églises américaines que nous voulons, que nous avons adopté. Parce que le christianisme n'est pas seulement des groupes de religion ou des groupes de dénominations. Oh, ça c'est notre doctrine, nous sommes attachés à ça. Nous devons dépasser cela. Nous sommes tous en Christ et le Christ est un. Vous êtes tous les enfants de Christ. Avec votre ministère, vous êtes aussi engagé dans les œuvres caritatives, ce qui justifie votre descente à Boma. Je comprends que parce que vous avez étudié à Boma, vous aimez aussi beaucoup ces coins-là. Non. Dites-nous un peu, les œuvres caritatives, ça fait partie du ministère aussi. Et les premières activités, vous les avez commencées où? Là-bas aux États-Unis, ici à Kinshasa, ou bien les premières, c'est celles que vous venez d'avoir à Boma? Non. Nous l'avons fait au Gabon. Okay. Ah. Nous l'avons fait au Congo-Brazza. Les 5 ans passés, nous avons distribué, je dirais, plus de 30 000 à brosse à dents. Vous allez dire, oh, vous distribuez des brosses à dents. Qu'est-ce parce que tout le monde en a? J'ai dit non, tout le monde n'en a pas. Nous avons adopté à distribuer les brosses à dents
Parce que nous ne cessons de pleurer notre belle-sœur. Je ne cesse de pleurer ma belle-sœur que j'ai perdue à cause de carie dentelle. Et en sa mémoire, nous avons dit pas une autre personne encore. C'est pourquoi nous pensons à d'autres personnes qui n'ont pas le moyen de s'en procurer au village. Vous serez surpris, de 2020 à 2030, notre objectif c'est d'atteindre les gens dans le milieu rural. Le pasteur qui est dans le milieu rural, l'enseignant qui est dans le milieu rural, le villageois, l'enfant qui est là, ce sont les gens qui sont dans notre cœur. Nous voulons les aider, leur donner des brosses à dents. Pour quand ils se lèvent le matin, au lieu de prendre celle de papa ou de maman, il a son propre brosse à dents pour brosser ses dents. C'est ce que nous voulons faire. Nous donnons le brosse à dents, toothpick, c'est-à-dire des dentifrices. Nous le remettons aux gens, c'est ce que nous distribuons. Parce que pas une autre personne, pas une autre Liliane. Pas une autre personne qui va mourir de la carie dentaire. Ça c'est très bien, c'est vraiment très bien. Mais nous n'avons pas seulement ça. Nous distribuons aussi, nous disons de reading glasses. C'est les lunettes de lecture. Les lunettes de lecture. Ce que nous avons expérimenté au Congo-Brazza, comme ici à Kinshasa et au Gabon. Mon épouse est allée en retraite au Congo-Brazza en 2019. 18-19. Elle a quitté le au Congo-Brazza. Et ils ont fait 15 km à pied. Elle est là. Elle a fait 15 km à pied pour monter de montagne, pour aller à la retraite dans la forêt. Et il y avait des pasteurs de l'église évangélique du Congo-Brazza qui étaient là. Elle a amené pas grand chose. Brosse à dents et lunettes de lecture. Il y a d'autres pasteurs qui disaient, ça fait 6 ans, je ne lis pas ma Bible. Oui. Je ne peux pas voir. Ce que j'ai fait, j'ai dit à mon secrétaire, lisez. Il y a un enfant. Et à un enfant, lisez, quand je prépare le message. L'enfant lit, j'écoute, je médite. Le dimanche, je demande à une autre personne de lire et moi je prêche. Nous voulons prêcher l'évangile dans le monde entier. Mais à travers nos frères et sœurs qui se retrouvent dans ces milliers, à leur donner les lunettes pour voir encore. C'est comme ce que nous avons expérimenté à Boma il y a de cela 2 semaines. Il y a des pasteurs qui ont crié et dit, ah, c'était un Kiyombe. Qu'est-ce qu'ils disent? Je vois encore, je peux encore lire. Ils disent, je vois encore, je peux encore lire. Mais ce sont des serviteurs de Dieu. Comment l'Église arrive à les prendre? Non, nous faisons ce qu'on peut faire. C'est notre mission. Il vient, ce n'est pas à Boma. Il est venu à Boma en revenant du village. Ils étaient en Synode. Ils étaient en Synode. Ils sont venus de par là. Ils sont venus de partout, de différents coins. À Boma, vous avez distribué combien de 500 paires de lunettes. Au pasteur. D'autres n'ont pas réussi. D'autres n'ont pas réussi, ils étaient nuls. Oui. Yeah. Ils attendent la prochaine. Yeah. En tout cas, dans vos œuvres caritatives, c'est comme en dehors des serviteurs de Dieu, c'est qui la cible principale? L'enseignant. Toujours l'enseignant. C'est là où est notre cœur. Nous avons le pasteur, nous avons l'enseignant. Là, nous ne sommes plus dans l'éducation. Non, nous sommes dans l'œuvre caritative. Pourquoi vous avez choisi l'enseignant? Nous sommes là en religion. Parce que ce sont des gens clés dans le village. Le pasteur et l'enseignant, ils éduquent la société. Ils éduquent la société. C'est notre vocation. Nous voulons, j'aimerais le dimanche, quand je reste dans mon lit, j'aimerais prêcher dans 10 000 villages.
à travers les gens qui ne voyaient plus, qui peuvent voir. Quand ils mettent leurs lunettes, dire ah, je peux voir encore. Comment vous avez su qu'il fallait amener des lunettes vers ces pasteurs? C'est Dieu, c'est le Dieu qui l'a fait à nous, qui l'a mis à nous. Personne ne nous a dit. Personne ne nous a dit. C'est trop fort. C'est trop fort. Donc, vous vous êtes dit, nous allons chez nous, on amène avec nous des paires de lunettes pour donner nos pères, nos collègues qui sont en difficulté. Et notre église, nos églises aux États-Unis ne sont pas de grandes églises. Ce sont de petites églises. Nous sommes de petites églises. Nous n'avons pas de grandes églises, nous en avons 2. Ce ne sont pas de grandes églises. À 50 personnes, 60, 20 personnes qui viennent le dimanche, on se réunit, nous prions ensemble, nous écoutons la parole de Dieu. Et comme nous avons un panier que nous appelons le panier de la mission, les gens mettent $5, $10, $20, $1 et nous collectionnons cet argent, nous allons acheter les lunettes. Et ce sont les mêmes membres de l'église qui mettent ça dans de petits chassés. Ils préparent ça pour la prochaine mission. C'est une question, moi je ne suis pas trop séparatiste, mais je commence quand même par là. Quelle est la place de la place de la femme dans nos œuvres, ce que nous faisons, elle est importante, elle est très importante. Parce que cette femme-là est la première éducatrice. Ouais. Elle est la première éducatrice de la maison jusqu'à l'extérieur. Oui. Vous verrez maman à la maison, vous verrez maman à l'église, vous verrez maman dans la salle de classe. Elle est là, elle est partout. Donc on ne l'exclut pas. Elle est ensemble avec les hommes comme nous les considérons. Ok. Et le révérend. J'aimerais ajouter, quand vous me demandez la place de la maman, et mon épouse, elle était là. C'est elle qui a dirigé le programme de distribution au Congo-Brazza, au Gabon, et puis elle vient de faire ça ici en RDC. Tu vois? Donc nous travaillons ensemble. Nous respectons la place de la maman. Elle a dit elle-même, elle est pasteur titulaire d'une paroisse. Donc ce qui veut dire elle prend part active dans l'œuvre. Nous croyons au ministère de femmes. Je ne discute pas ça. Je ne discute pas ça. Moi non plus, je ne discute pas. Je ne discute pas ça. Et je crois que l'homme doit être capable de... la femme est capable d'enseigner la parole de Dieu comme qui que ce soit. Oui. Il y a beaucoup de femmes ici qui dirigent les grandes églises, qui sont à féliciter. Et on ne peut pas négliger cette œuvre que Dieu lui-même est en train de faire. Ça, je suis informé bien sûr, mais je ne voudrais pas dire devant les micros. Ça, c'était à l'appel de Dieu. La distribution des paires de lunettes, c'était Dieu. Est-ce que de vous-même, pensez-vous pensez-vous que si prochainement il y aura distribution des dons, vous allez distribuer tel produit par exemple? Est-ce que ça vous arrive aussi ou bien vous attendez toujours que cela vienne? Non, nous, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des amis qui s'en occupent, il y a d'autres qui creusent le puits pour que les gens aient l'eau potable. Le forage. Le forage. Ouais. Et nous ne nous basons pas à ça. Mais avec le peu de moyens que l'Éternel nous donne, nous pensons quand même donner au pasteur ou à l'enseignant les yeux pour voir et pour enseigner la parole de Dieu et enseigner la science à d'autres. Et nous pensons aller en Équateur dans les jours à venir. Mon épouse aime bien le Maïndombe comme moi j'aime bien le Mayombe. Le Mayombe. Donc elle veut à tout prix, elle poussait à tout prix qu'on aille dans le Maïndombe. Nous pensons y aller. Nous pensons aller à l'Équateur, dans la grande province de l'Équateur. Et nous pensons aller dans la grande province de Bandundu, étendre nos actions. Et au même moment aussi, nous tendons notre main à toutes les églises
toutes les églises organisées et non organisées, c'est-à-dire de pasteurs qui ont une paroisse, ils veulent collaborer avec quelqu'un. Nous ne sommes pas des donateurs, mais nous sommes des gens qui veulent, nous voulons être à côté de vous. Nous sommes votre frère. Et soyons ensemble et travaillons ensemble. Je voudrais passer la parole à maman. En tant que servante. Non, premièrement, c'est une grande joie. Je ne suis pas triste, mais je suis vraiment dans la joie de faire ce que je ne m'attendais pas à faire. Ce qui n'était même pas un jour dans ma vie que je ferais ça. Mais Dieu, dans sa grâce, il a réalisé ce que je peux faire il peut faire accompagner dans la vocation qu'il m'a donnée. Donc quand je quitte les États-Unis, je viens dans la République du Congo, bien du Gabon, en Afrique. Je suis vraiment fier d'œuvrer, de faire la volonté de Dieu, de le servir avec joie. Oui. Je suis prête à, tel qu'au Congo-Brazza, on dormait par terre toute une semaine. Pas bitoko, au Tandi, Maputa. Il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas, oui. Oui, donc je ne me plains pas parce que tout le monde... Vous passez la nuit à l'extérieur. Dans une tente. Donc c'est l'œuvre de Dieu et je suis dans la joie, je suis fier de le faire. Mon dernier mot, j'ai béni Dieu pour cette opportunité parce que ce n'est pas un hasard si Dieu a permis à ce que nous soyons ensemble. Ça devient une famille et je préférerais que nous puissions continuer à servir Dieu ensemble avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maman Françoise. Maman Françoise. Et révérend vous avez aussi la parole de ce Premièrement, je vous remercie de votre bonne volonté de venir 2 jours de suite ensemble, nous puissions tourner ces émissions et aussi nous voulons garder contact avec vous afin que nous puissions servir Dieu ensemble et aussi ça va ceci puisse devenir la plateforme que nous puissions parler et éduquer les autres. Et ce que nous allons faire, c'est que je peux dire aux téléspectateurs que cette nation a besoin de nous plus que nous avons besoin d'elle. Et nous devons nous y mettre pour la rendre radieuse et belle pour les générations à venir. C'est à nous de le faire et nous sommes obligés de le faire. Voilà, c'est un devoir partagé. Nous avons l'obligation de transformer ce pays et de rendre ce pays beaucoup plus beau. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Ça aurait été mieux que ce soit spécial religion. Malheureusement, nous avons commencé par l'obligation de chuter dans la religion. Mais merci sinon, ça a été un grand plaisir de partager ces moments merveilleux avec cette équipe pastorale. Ce ne sont pas que des personnels, mais ce sont aussi envoyés de Dieu, pasteurs qui sont là pour nous. Et nous sommes obligés de les écouter. Pourquoi pas de démarcher ensemble avec eux. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission. Restez branchés. Nous allons continuer dans nos prochaines émissions. Attention, avec les pasteurs, les révérends, on va tourner des émissions même en direct depuis les États-Unis. Maman Françoise aussi, bien sûr, il y aura des sujets qu'elle trouve intéressants pour partager avec nous. Ne vous en faites pas, vous ne serez pas déçus. Au revoir. Merci.